Mon invité de la semaine, elle envoie passer des nouveaux-nés, tellement que si les Air Miles donnaient des points pour chaque bébé, elle voyagerait toujours en première classe. Vous écoutez Réseau Enfer. Bonjour à tous, bienvenue dans Réseau Enfer, le podcast engagé qui tend le micro aux travailleurs du réseau de la santé. Ici, c'est Carl l'infirmier. Je suis avec vous pour briser les tabous, l'omerta, puis donner une tribune à vos témoignages authentiques et percutants. Vous savez, un avocat m'a dit dernièrement que je risquais mon emploi en faisant ce podcast. J'en suis bien conscient et c'est pour ça que je prends certaines précautions. Ouais, c'est pas drôle pareil. On vit dans un pays où je dois me cacher comme un bandit pour exprimer mon opinion sur le réseau de la santé. Mais si t'es ministre de la Santé et que t'es payé 300 000 par année, là, t'as le droit de dire que les médecins, c'est des fainéants, puis de mentir sur les véritables conditions de travail des infirmières. Ah, y a pas de quoi rire. On en est là, au péril de sa carrière et peut-être de sa famille. Notre invité de la semaine vient nous parler des limitations de son rôle d'infirmière auxiliaire, autant en CHSLD qu'au bloc opératoire, plus spécifiquement en obstétrique. Oui, il y a de quoi pleurer. Restez branchés, dans quelques instants, je vous présente le témoignage de Kim. Et je vous rappelle de faire votre part pour la cause du système de santé en vous abonnant à Réseau Enfer sur Spotify, YouTube ou Apple Podcasts. Et bien sûr, partagez cet épisode à vos proches. Je vous remercie. Kim, bienvenue dans Réseau Enfer. Bonjour, bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Le plaisir est pour moi. Tu es infirmière auxiliaire, tu as travaillé en CHSLD, à l'urgence, puis là, tu es présentement en obstétrique. Peux-tu comparer un peu tes expériences puis ton parcours de ces différents milieux-là? En fait, c'est vraiment comme trois milieux vraiment différents. Mon premier milieu, là, c'était en CHSLD, les équipes volantes. C'était vraiment, en fait, c'était équipe volante CHSLD multisite. Donc, je me suis promenée beaucoup, là, d'établissement en établissement. J'aimais ça, j'étais contente de commencer là-dedans, là, comme CPIA, là. J'ai commencé comme les CPI, là, quand ça a commencé, là, on était la première cohorte de CPIA, là. Pas mon école seulement, mais l'année du moins, là, qu'il y a eu l'examen de l'ordre, puis qu'après on devenait CPIA, parce qu'avant c'était pas comme ça, les infirmières auxiliaires. Donc, j'étais vraiment contente de commencer en CHSLD quand même. J'ai trouvé que ça m'a permis de prendre une confiance vraiment. T'as un paquet de patients, là, vraiment beaucoup plus qu'en CH. Donc, en tout cas, moi, j'ai trouvé que ça solidifie une confiance. Je voulais beaucoup aller en CH, mais j'ai été contente de faire la transition. J'essaie beaucoup de milieux aussi là-dedans. J'ai tombé dans un CIUS qu'on dit qui était beaucoup spécialisé. Il y avait beaucoup de départements. C'était pas juste CHSLD, là. Il y avait du soin courant, des soins palliatifs, réadaptation. Tu sais, j'ai beaucoup touché, j'ai fait beaucoup de techniques. Il y avait toutes sortes de techniques, des ventilos assistés, des gavages. En masse, j'ai pu me pratiquer. Fait que c'est pour ça que j'ai aimé la transition. Mais bref, Ça t'a permis, j'avais besoin de changement, puis je voulais vraiment CH, soins courte durée, plus de mais ça t'a changements. permis de faire, justement, tu parles de transition, ça t'a permis de gagner de la confiance graduellement, puis de devenir ce que tu es devenu, là, une infirmière auxiliaire accomplie. Oui, vraiment, c'était vraiment le bon endroit pour moi, là, à mon avis, à moi. Est-ce qu'en obstétrique, tu penses que tu as trouvé ton spot que tu vas garder jusqu'à la fin de ta carrière? Jusqu'à la fin, je ne sais pas, mais je me suis bien découvert
une passion que je soupçonnais même pas. Ben peut-être parce que bon, quand j'ai commencé, j'étais pas encore mère moi-même, je le sais pas. Tu sais, des fois, ça donne un peu plus de confiance dans ce milieu-là aussi parce que bon, avant ça, peut-être je me serais pas vue aller toucher au bébé des autres, n'ayant moi-même pas Ouais. jamais touché vraiment de bébé, mais non, vraiment, moi qui aimais beaucoup l'urgence, qui jurais que par l'urgence, ça m'a permis de voir qu'il y avait de l'action ailleurs, avec des dénouements souvent beaucoup plus heureux. C'est bon pour le moral, surtout après la COVID, là, ça a remonté un peu le moral. Écoute, je sais que tu suis le podcast de proche. Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a plus touché que les autres? Oui, ben, en fait, c'était la dame qui avait la famille d'accueil à la maison. Parce que quand j'ai commencé en CHSLD, ben on avait deux unités avec c'est des personnes âgées, mais avec des déficiences intellectuelles, trisomie, autisme, name it. Ils étaient tous là. Et puis moi, c'est des patients que j'ai beaucoup aimés. J'ai eu des beaux moments. C'est comme des enfants, la plupart. Il y a une petite routine à respecter, il faut y aller doucement, il faut essayer d'être le plus dans la continuité de soins possible. Puis quand cette madame-là elle parlait, j'étais comme waouh! S'il y avait une petite madame comme ça dans tous les endroits où ces gens-là ont besoin de soins, le moral serait beaucoup mieux pour les patients, mais bon, on peut pas avoir tout. Fait que son travail, son dévouement, puis ça m'a vraiment touchée. Oui, t'as raison. Son dévouement était vraiment sans limite. Oui, 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 au détriment de son propre bien-être. Oui. Comme beaucoup de soignants, mais elle était une coche. Ouais, une Elle se coche donnait au-dessus. beaucoup dans son travail. C'est 24/7, là, ça. Il habite Oui, chez elle. oui. C'est dans ta famille, dans ton intimité. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à avoir ces conditions-là. Non, non. Euh, Ta motivation à toi pour participer au podcast, c'est quoi? Ben moi, en fait, j'aimerais comme faire valoir plus le travail des infirmières auxiliaires, un peu en dénonçant le fait que nos actes professionnels sont contrôlés d'un établissement à l'autre. Et non juste parce qu'on a le droit d'y faire, parce qu'en fait, techniquement, c'est pas un secret pour personne qu'est-ce qu'on a le droit, pas le droit de faire. C'est disponible sur l'Internet, sur le site de l'OIAC. Il y a une vraie liste qui existe. On nous apprend ça à l'école, on nous forme pour ça. On arrive en dehors dans notre métier. Oups, ben là, ici, t'as pas le droit de faire ça. Oh non, ici, ils veulent pas. Ah, sur cet étage-là, ils veulent pas, mais l'autre étage, tu peux. Ou, tu sais, c'est bien. Puis moi, je trouve que, tu sais, ça met un bâton dans les roues un petit peu parce que, ben, plus on pourrait en faire, plus on pourrait aider. On n'est pas juste des passeuses de pilules puis des preneuses de pression. Tu sais, on a beaucoup d'autres talents aussi. Puis c'est sûr que si on nous laisse jamais le pratiquer, puis on nous en parle vite vite dans notre formation, on développe rien, ça mène à rien. Mais bon, donc je trouve que c'est dommage. Oui, c'est dommage. Puis est-ce que tu trouves que c'est un peu arbitraire aussi? Ici, tu as le droit de faire ça, là-bas, tu pas le droit, mais pourtant, c'est deux unités qui se ressemblent beaucoup. Oui, puis aussi, ben, il y a des situations qui se contredisent un peu parce que si on prend par exemple former un autre collègue, bon, techniquement, on a le droit de faire ça, on a le droit aussi à une prime, mais comme par exemple, tu vois, notre CIUS, nous, il veut pas la donner. Donc, ils veulent pas te payer pour ça, mais tu arrives sur ton corps de travail, puis des fois, tu es jumelé à un orienté parce que, ben, tu sais, on t'apprend que c'est ça que tu fais à ton corps de travail, que tu sois venu avec l'énergie que tu pouvais pour une personne parce que tu t'es dit, tu sais, c'est comme ça, mais finalement, tu sais, t'en as plus à donner. Parce qu'on s'entend qu'orienter, c'est pas que j'aime pas ça. Moi, en fait, j'adore ça, orienter. Mais ça demande une charge de travail de plus. Là. Tu sais, Oui, on oui, va se le beaucoup. dire, ton corps de travail, tu penses pour deux. Surtout moi, au bloc opératoire, c'est comme, ben, il faut que je sois tout le temps là, comme mon cerveau doit être pour deux parce que la personne, elle peut se contaminer. Tu sais, c'est quand même stérile. C'est pas que c'est plus sérieux qu'ailleurs, mais je veux dire, il y a un enjeu que j'ai pas retrouvé à d'autres places que j'ai orienté. Puis c'est ça, on n'a pas le droit de prime. Oui, je comprends pas ça, moi non plus. Au bloc, en plus, si tu me corrigeras si je me trompe,
tu es déjà dans l'anticipation des besoins du médecin, de l'autre infirmière, de tout ça. Là, en plus, il faut que tu anticipes tous les petits problèmes que va rencontrer ton formé, là. Oui, c'est ça, faut que. Puis, tu sais, des fois, c'est pas rare que le médecin, lui, il voit pas ça. Tu sais, lui, il demande ses Ouais. instruments, il arrive pas, il leur demande, c'est pas toujours gentil, c'est pas toujours avec précaution. Fait que là, moi, faut que, tu sais, des fois, oups, corrige le tir, parce que bon. Fait que là, t'as la tête un peu aux deux endroits. Puis ça, c'est si on me demande pas d'assister aussi pour les césariennes. Tu sais, c'est pas rare qu'il n'y a pas, mettons, de résident de disponible pour assister le chirurgien. Le chirurgien, il est techniquement tout seul pour faire la césarienne. On l'a cédulé tout seul, mais il y a toujours de l'aide parce que ça se fait beaucoup mieux à deux, là. Je pense que c'est faisable tout seul dans une situation d'urgence. C'est sûr qu'ils n'hésiteront pas. Mais nous, on fait des césariennes électives. Il y a moyen de moyenner quand même. Donc, c'est pas rare qu'on assiste puis qu'on entraîne en même temps. Oriente, je m'excuse, entraîne. Un peu bizarre. Mais bref, c'est pas rare qu'on fait les deux en même temps, puis ça, c'est vraiment challengeant. C'est de vérifier que l'autre a donne les bonnes choses, qu'elle s'est pas contaminée, mais aussi de assister une chirurgie, c'est. Puis bon, encore là, hein, je suis pas plus payée pour ça. Ça leur dérange pas que je sois en train de faire ça. Pourtant, c'est pas dans mes actes du tout. Mais là, ça leur dérange pas. Tu sais, Mais comme là, ça quand fait ils ont leur affaire. besoin, là. Oui, c'est ça. Quand ça fait leur affaire, là, t'en fais jamais trop. Mhm. Écoute, le travail d'infirmière auxiliaire au bloc, c'est significativement différent de sur les unités de travail. C'est quoi l'adaptation la plus difficile selon toi? La stérilité, parce que je veux dire, on l'a tous appris à l'école, on la met en pratique sur les étages, mais elle n'est jamais ultime comme celle du bloc. Oui. Tout le monde a un rafraîchissement d'asepsie rendu au bloc. Je veux dire, on fait juste naturellement des petites fautes d'asepsie que tu peux pas faire au bloc. Donc, c'est de vraiment se mettre on point là-dessus. Mais sinon, je dirais aussi, c'est de finir par connaître les habitudes de chaque chirurgien aussi. Parce que eux, bon, c'est sûr qu'au début, des fois, tu sais, il y en a qui vont, tu sais, se présenter. Bon, oh, je t'ai jamais vu, bonjour. Oui, c'est notre nouvelle orientée. Tu sais, il y en a qui se. Puis il y en a d'autres qui font leur job, puis tu sais, ils n'ont pas le temps pour ça. Mais je veux dire, après, il faut que tu connaisses leurs habitudes. Des fois, il y en a qui ralentissent pour les besoins de la cause, mais c'est pas toujours le cas. Puis aussi, ben, il y a des urgences, puis bon, il faut que ça avance. Donc, Oui, j'imagine. Puis dealer avec la pression du bloc, puis l'environnement qui peut être, j'imagine, stressant, tendu, est-ce que c'est difficile pour les nouveaux? ben, je dirais qu'en général, ce que je viens de nommer, c'est vraiment ça. Pour vrai, l'équipe au bloc, moi où je suis, est vraiment. Tu sais, les gens, ils sont aidants, patients. Nous, notre équipe de césarienne, c'est un peu à part. Ça vient de la salle d'accouchement, mais reste que, tu sais, on s'entraide, on est une équipe, tu sais. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un coup que tu as de la confiance dans ton asepsie, que tu commences à connaître les chirurgiens, puis il n'y a rien comment faire aussi, là. Je pense que tu deviens à l'aise au bloc après au moins 6 mois et plus, sûrement, là. 6 mois, c'est quand même long. L'orientation elle-même est longue, je crois, parce que moi je travaille pas au bloc en entier, mais je pense que c'est ça une histoire de 6 mois, là, si c'est pas un peu plus, là. Faut que tu apprennes toutes les OK. spécialités, tous les instruments, ça mène loin, là. Oui, j'imagine. Puis, on parlait du comportement ou de l'attitude des chirurgiens. Est-ce qu'il y a des mythes que tu aimerais confirmer ou défaire sur les chirurgiens? Ben là, c'est des humains, là, comme nous, là, tu sais. Ça, moi, je pense longtemps, on les a mis sur un piédestal. Ils croient que je veux pas rien enlever à leur travail. C'est de l'art, là, du tout au tout, là, tu sais. C'est des héros, là. Mais je veux dire, reste que, tu sais, ils sont des vraies personnes, ils comprennent les choses, ils ont des sentiments, comme on peut développer, là. Moi, j'ai des bonnes relations avec les chirurgiens en obstétrique avec qui je travaille, j'ai du fun, j'ai du plaisir. Puis je sais que dans d'autres salles aussi, mes collègues, là, qui ont pu m'en parler un peu, c'est le cas aussi, là. Il y a un humain derrière ça. Il y en a qui sont plus picky que d'autres, mais ça, je pense que c'est dans tous les jobs, finalement. Il y en a peut-être aussi qui cachent bien leur côté humain. Ouais, c'est ça. Faut taille creuser, faut taille le titiller un peu l'humain en lui, là. Si tu travaillais pas dans le réseau de la santé, est-ce qu'il y a un autre métier que tu te serais vu faire?
Ben, moi, avant d'être infirmière auxiliaire, j'étais assistante technique en pharmacie. Ouais. J'ai fait ça 12 ans. J'ai même été chef technicienne dans la, tu sais, comme j'ai fait le tour pour moi du métier, là, sans avoir de cours non plus. J'avais été formée sur le tas. Je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Parce que ça fait quand même un petit bout finalement, vu que ça fait un bout que je suis déjà infirmière auxiliaire, mais bref. Dans ce temps-là, je voulais la gestion, ça m'a vraiment intéressé quand j'ai fait la gestion du laboratoire. J'avais seulement 10 employés, mais quand même, j'aimais ça. J'aime le leadership. Peut-être que ça va me conduire vers là un peu plus tard, on sait pas. Mais je suis quelqu'un qui se plaît là-dedans. Oui, c'est sûr que c'est jamais perdu. Écoute, on va plonger dans le sujet principal. Maintenant, tu voulais parler du rôle des infirmières auxiliaires, peut-être dans différents milieux, mais principalement dans ton milieu actuel. Qu'est-ce qui te vient en tête immédiatement de situation à dénoncer? Ben, spontanément, il me vient la fois où on nous a... mais dans le fond, ça aussi, c'est d'un milieu à l'autre, c'est différent. Mais le fameux rapport inter-service, là, tu sais, à la fin des quarts, on a le droit de le donner techniquement. Tu sais, pendant un rapport, on fait juste, dans le fond, relater des faits qui sont arrivés. Je veux dire, on l'a appris, tu sais, on est capable de faire ça. On a un petit cours là-dessus, là, pour vrai, une couple de jours, là, tu sais, on y passe à ça dans notre cours, on l'a appris. Mais encore là, ça dépend des endroits et tout ça. Puis nous, au début, ça dérangeait pas dans notre milieu qu'on le donne, le rapport, jusqu'à temps que, ben, comme souvent ça arrive dans la vie, d'autres font des erreurs, donc tout le monde est puni pour ça, tu sais. Mais moi, je trouve que, Mhm. tu sais, je veux dire, il faudrait plus cibler vraiment le problème à la source et non comme ça ralentir toutes les troupes parce que ce que ça donnait, c'est que, bon, on allait porter la patiente qui était genre comme l'unité à côté, l'aile à côté. Mais mon infirmière avec qui je suis jumelée, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est quand une dame accouche, on passe 2 heures à la salle d'accouchement quand bébé est né. Et ensuite, nous, dans notre cas, dans notre établissement, on transfère d'unité au postpartum. Donc moi, la dernière heure qu'elle est à la salle d'accouchement, si elle n'est pas en hémorragie ou elle n'a pas comme un médicament en cours qui requiert beaucoup de surveillance, je la prends en charge, elle est bébé, pour la transférer. Donc, on donne le rapport, mais là, il ne voulait plus qu'on le donne. Donc, il fallait que l'infirmière qui me donnait le rapport, ça fait 1 heure, arrête de faire ce qu'elle fait pour aller donner un rapport. C'est juste du niaisage. Surtout que nous, c'est pas rare que tu peux quitter une patiente, la donner à un infirmier auxiliaire pour aller pousser tout de suite avec une autre qui vient d'arriver puis qui est complète puis qu'elle en a eu trop avant ça. Tu sais, la salle d'accouchement, c'est très... il se passe rien, il se passe tout. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais. Donc ça, je trouve que c'est une petite anecdote aberrante qui ralentit, puis qui encore là, ben on a le droit de faire ça, mais là, eux, ils ont décidé que, ben non, c'est juste ralentissant pour rien, tu sais. Ça ralentit, puis c'est pas efficace. C'est pas, c'est un peu une insulte à vos compétences, là. Vous êtes capable autant que tout le monde de voir ce qui s'est passé puis de le transmettre. Exactement, transmettre un message, je veux dire, ça Ouais. requiert pas là, d'une scolarité spéciale, là, je veux dire, plein de gens font ça dans leur travail, là, tu sais, des fois, c'est ça, c'est limite insultant, des fois, comme au bloc où deux infirmières auxiliaires peuvent pas compter les compresses ensemble. Parce que dans une opération, comme nous, la césarienne, après chaque couche qu'on referme de peau, de tissu, eh bien, on compte compresse, instruments, etc. pour être sûr que tout est là. Mais c'est ça, je peux pas compter avec un autre infirmier auxiliaire, c'est pas valide, on n'a pas cette compétence-là à deux. Ben non, tu peux Un pas peu compter jusqu'à insultant. 20. Non, c'est ça. Écoute, puis des fois, il y en a plus que 20. Oublie ça. Ouais, non, c'est au-dessus de tes compétences, mais ça prend au moins un adulte dans place. Ben c'est ça, tu sais. Surtout que moi, avant ça, j'étais technicienne, justement. Je veux dire, surtout avant, les techniciennes, on fait que compter, compter et Compter les compter des pilules. pilules. Oui, oui, vraiment. Donc, tu sais, je sais compter, là, je pense. Au moins jusqu'à 30. Ouais. Ben disons que ce serait pas un gros risque de laisser les infirmières auxiliaires compter, surtout que ça se fait à deux, là, je comprends vraiment pas.
Non, non, c'est ridicule. C'est même la requête, pas la requête, je m'excuse, la liste de vérification préopératoire. Quand tu te fais opérer, quelqu'un qui vient te voir à ta civière avant que tu rentres, qui te demande, bon, vous êtes bien, madame une telle, née telle date, Mhm. vous avez pas d'allergie, avez-vous eu des chirurgies dans le passé? Tu sais, c'est une liste, c'est écrit, je fais juste lire en fait. Si j'étais pas dans ma salle, vu qu'on est contrôlé par la salle d'accouchement, on a, tu sais, des règles que nous, bon, pas des règles qui mettent en danger personne, mais comme eux me laissent faire cette liste-là que le reste du bloc voudrait pas que je fasse. Tu sais, pourtant on est dans le même bloc, dans le même établissement, mais d'une équipe à une autre, tu sais, c'est différent. Ouais. Puis en CHSLD, est-ce que tu sentais ces limitations-là aussi? C'est parce qu'en CHSLD, l'infirmière, elle a vraiment comme... Bon, ça dépend des infirmières, là. Il y en avait que des fois sur le plancher venaient dire bon, je vais te faire tes glucos ou des petites aides comme ça que t'es comme bon, je vais le prendre, tu sais. Mais sinon, t'as pas mal la responsabilité at large de ta section, là. Dans un CHSLD, c'est bien rare qu'il y en a qui ont des IV, on va se le dire, là, tu sais. Ouais. Bon, il peut avoir une personne qui pogne une bactérie quelconque puis qui requiert ça, mais c'est bien rare. Souvent, ça va se passer en hospice. Mais sinon, tu sais, l'infirmière a ses tâches à elle que, ben, oui, je peux pas faire ça. Donc, même que là-bas, en CHSLD, je pouvais, là, je me souviens plus exactement, c'était une fois par semaine, quel jour, je sais plus, mais tu relèves les FADM, tu les vérifies, tu les signes, ben, on a le droit de faire ça. En CH, il y a juste à l'urgence que j'ai eu le droit de faire ça, tu sais, je pouvais imprimer à la fin de mon camp mes FADM pour la nuit, les vérifier. Ben, tu sais, à l'urgence, c'était vraiment bien. Là, tu peux tout faire. Ben, ils s'attendent à ce que tu sois autonome, puis que tout ça, tu fasses ça toute seule, puis même relever tes dossiers. Quand les docs ajoutent des choses, les spécialistes y passent, c'est toi qui le mets dans le FADM ou qui le rajoute au Cardex, si c'est dans ton champ de pratique, par contre. Oui, c'est sûr. S'il y a un doc qui passe puis qui prescrit un IV, ben ça va être l'infirmière qui va s'en occuper, tu sais. Selon toi, c'est quoi qui explique cette différence-là entre les deux milieux? Pourtant, tu sais, vous êtes deux professionnels autonomes, peu importe le milieu, là. Ben là, l'efficacité, avant tout, je dirais, s'il fallait qu'à l'urgence, à chaque fois, je demande à l'infirmière, alors qu'en plus, je peux le faire. Là-bas, ça doit rouler, là, tu sais, même l'infirmière, elle doit partir au moins une heure en pause. Puis là, ben souvent, ben pas souvent, c'est ça qui arrive. Toi, tu tombes une heure, toute seule avec la section, mais jumelée avec une autre infirmière, qui, elle, au besoin, est là pour évaluer IV, etc. Mais tu sais, je veux dire, il y a un nouveau patient qui arrive. Ce qu'on s'attend de toi, c'est, je donne un exemple, il y a quelqu'un qui se présente, fièvre, douleur abdominale, tu sais, ses douleurs sont trop aiguës, ils l'ont couché tout de suite. Mettons, c'est une personne qui est âgée, qui a d'autres conditions. Mais eux, ils s'attendent que j'analyse la situation. Ok, je vais faire une température rectale. Si elle chauffe, je fais des émocs tout de suite. J'y sors un FSC, un code 50. Si elle saigne de quelque part, on a ce qu'il faut. J'y fais un bilan abdominal. Tu sais, tout ça, là, c'est comme, ils s'attendent que tu le fasses, puis t'es formé pour ça, tu sais. Moi, je trouvais ça vraiment le fun. Mais j'avais pas de poste, j'étais envoyée par l'équipe volante. Oui, ça fait rêver un petit peu que ce soit de même partout. Ce serait, il me semble que ce serait beaucoup plus efficace et valorisant pour la profession infirmière auxiliaire. On parlait des CHSLD. Est-ce que tu trouvais que c'était un bel environnement de travail pour les soignants et pour les résidents? Ça dépendait où, bien sûr, puis de beaucoup de facteurs. Tu sais, pour que ça soit parfait puis harmonieux pour tout le monde, ben, il y a beaucoup de choses à mettre au point, tu sais. Moi, j'ai vu des endroits où l'équipe était super, les résidents, c'était vraiment le fun, mais oups, c'était les familles qui venaient compliquer. Il y a d'autres places, ben oups, l'équipe est moins le fun, mais tu sais, tes résidents, t'es aimes, c'est le fun, les soins. Il y a toujours, tu sais, il y a toujours quelque chose à améliorer, mais reste qu'on manque de temps. Le temps. Et en CHSLD, je me souviens une fois, il y a un CHSLD qui avait ouvert une unité dans un centre hospitalier pour parce qu'il était en rénovation, donc ils nous ont prêté une unité. Ça s'était transformé en une espèce de poubelle de l'hôpital et du CHSLD.
Il y avait du courte durée, il y avait des gens en réadaptation, des gens en attente d'être placés. J'avais une trentaine de patients, mais je devais prendre des signes vitaux 2 fois par quart parce que c'était pas des patients qui étaient là depuis longtemps. Tu sais, j'avais quasiment un roulement de CH un peu avec un nombre de CHSLD. Ça, c'était un peu dangereux et très intense. J'avais une coéquipière en or, là, Dieu merci. Il appelait ça, c'était comme un... Comment tu appelles ça? Une unité comme ça, c'est comme... Je saurais pas comment dire. C'était comme un entre-deux. C'est des gens qui vont pas retourner à la maison, mais qu'on n'est pas encore placé, mais aussi autant tu avais des gens qui envoyaient des répits. Ça te débalance une unité, là, ceux qui viennent se faire garder, qu'on disait, là. Pour vrai, premièrement, c'est eux-mêmes, les patients, ils sont tout débalancés. Parce que déjà, s'ils viennent pour un répit, c'est parce qu'ils ont des problèmes souvent, c'est cognitif, début d'Alzheimer, la famille les garde, mais ils veulent un répit. Donc le patient est tout déstabilisé. Même l'unité, tu sais, un peu, tu sais, parce que là, ben, souvent, t'es plus après ce patient-là, parce que là, il va faire de l'errance, il va rentrer dans les chambres, Mhm. c'est normal, il est perdu, tu sais. Fait que puis là, après, cette personne-là, même quand elle retourne chez elle, moi, à la place des familles, ça doit pas être le fun non plus, ça te débalance. Puis c'est ça, ça avait pas de, cette unité-là, c'était ouf. Ouais. Mais ajoute des soins palliatifs, puis ça me fait penser à certaines unités de médecine que j'ai vues. Il y avait de tout, je te dis. Ouais. Au bloc opératoire, on revient au bloc. Avec une formation adéquate, est-ce que ce serait compliqué pour l'employeur de te faire faire les mêmes affaires qu'une infirmière ou tu sais, il y a des choses que vraiment tu pourrais pas? Euh, Nous, dans notre salle, vraiment, il n'y a pas de différence. Même que quand je travaille avec les gens de la salle d'accouchement, je peux faire le service externe qu'on appelle. Parce que dans une salle d'opération, il y a le service externe et interne. Donc l'interne, c'est la personne qui est brossée, qui est tout habillée, puis qui passe les instruments à l'intérieur du rayon de l'opération. Puis, la personne en externe, ben, c'est elle, premièrement, au début, qui ouvre tout le matériel. Tu sais, elle n'est pas stérile, elle est là pour ça. C'est pas rare, des fois, que pendant une opération, on a besoin d'autres choses qu'on n'a pas. Elle va tout chercher. C'est elle qui remplit les papiers de naissance aussi, quand le bébé sort, tu sais, la date, l'heure, etc. Mais le bloc, lui, quand eux travaillent avec nous, si, mettons, on n'a pas assez de monde en salle d'accouchement, ils vont nous prêter quelqu'un. Eux veulent pas que je fasse le service externe parce que eux, le bloc, les infirmières auxiliaires n'en font pas. Ils disent que le bébé, s'il va pas bien, blablabla, mais c'est un peu des raisons bidons parce qu'en fait, techniquement, si le bébé va pas bien, il y a l'anesthésiste, l'inalo qui sont là, c'est eux qui sont là pour s'en occuper. Puis si le bébé va pas bien, c'est la néonate. C'est toujours ça. Même nous, en salle d'accouchement, bon, c'est pas rare que les infirmières vont faire des réas de bébé, mais dès que ça cochonne vraiment trop, c'est la néonate. De toute façon, dès une réa de bébé en cours, la néonate est toujours avisée. Donc, c'est un peu bidon comme raison, mais c'est vraiment juste là. Sinon, dans tout le reste du bloc, ça a l'air que, tu sais, c'est une ou l'autre peut faire la job, sauf questionner le patient au début. Puis la salle de réveil, parce que là, ça, c'est vraiment c'est logique aussi, là, tu sais, c'est du one-on-one, c'est comme un peu des soins, là, tu sais, on n'a pas d'affaires, là. En situation d'urgence, as-tu déjà été obligé de dépasser les limites légales de ta profession? Oui, en fait, c'est ça, c'est un peu, j'en reviens à dire, tu sais, on veut pas qu'on fasse plein d'affaires, mais quand arrive un besoin comme ça, on se pose pas la question si on avait d'affaires là ou pas, tu sais. Une fois, je faisais une césarienne avec un médecin qui avait pas d'assistant. Puis c'est pas qu'il essaye pas d'en avoir, là, tu sais, je tiens à dire, là, pour pas comme qu'on pense que le médecin a fait confiance comme ça à quelqu'un sans savoir, tu sais. Donc, ben, c'est une césarienne élective, ça se passait bien prime abord, là. C'est juste que des fois, on a des surprises, toujours un peu désestimé. Le bébé, il avait vraiment plus une grosse tête qu'on l'aurait pensé, puis il se présentait en siège. Donc, on a sorti les fesses, ça allait bien, rendu à la tête, était coincée dans l'utérus. Parce qu'il faut savoir qu'on ouvre l'abdomen, mais après ça, on ouvre l'utérus aussi, qui est à elle une cavité seule.
L'incision était pas assez grosse, donc c'est sûr, on fait des manipulations pour essayer que le bébé passe, mais de m'emmener, le bébé se ramollit aussi. D'habitude, quand on sort le bébé, c'est pas rare quand la minute où on a ouvert l'utérus, puis le moment où j'écris l'heure de naissance, il n'y a même pas de minute de passé, ça se passe très rapidement. Mais là, on était rendu, je crois, à 3-4 minutes. Donc le médecin m'a donné des ciseaux pendant qu'elle tenait les écartages et j'ai coupé l'utérus de la madame avec un ciseau. Je suis pas censée faire ça. Ben, j'ai coupé où elle m'a dit, là. Je veux dire, j'ai bien fait ça. Le médecin a fait comme on voulait le sauver le bébé. Puis Wow, le oui, il bébé, fallait. il était mou, mou sans bon sens, comme j'ai jamais senti quelqu'un de ma vie. Puis on l'a mis sur la table. La néonate est venue, le bébé est vivant. Il va bien, la mère aussi. Mais après, il fallait réparer vite parce qu'on a coupé des excès, donc ça saignait encore plus. Tu sais, j'avais pas le temps de me remettre de mes émotions. Tu sais, c'est 45 minutes après ça là, qui se passe. Là. Mais moi, on n'est pas revenu. La doc, elle me parlé. Tu sais, ça, c'est pas elle ma boss, mais tu sais, je veux dire, elle a, elle a fait son travail. Tu sais, elle a pris le pouls de Ouais. comment j'allais. Mais personne s'est soucié de ça au travail non plus. Là. Ce qui était une situation extraordinaire quand même. Là. Personne s'en est soucié sauf la chirurgienne. Elle savait ce qu'elle t'avait demandé dans le fond, Ben là. oui, elle Elle était savait très bien consciente. ce que je n'ai, bien sûr qu'elle savait. Puis, tu sais, elle me prit les mains, puis merci, puis on se reparlé après, puis elle est super reconnaissante. Je leur ferais si c'était la même, si on avait la situation, je leur ferais encore. On a sauvé. La chirurgie a fait le plus gros travail, mais je veux dire, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Non, non, tu peux t'accorder une partie du crédit. Mais ça a dû être un très gros choc par après, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as eu besoin de quelques jours pour t'en remettre? Ben, j'ai shut down dans mon casier en bas parce que tout de suite après, c'était la fin de la journée. Tu sais, j'ai pas eu le temps vraiment d'aller au. Parce que quand j'ai terminé mes césariennes au bloc, des fois, je remonte à la salle d'accouchement puis je continue ma journée là. Donc, je fais là-bas l'aide à l'équipe. Mais là, c'était la fin de la journée. Fait que j'ai comme. Ça a sorti. Quand je suis arrivée chez moi, j'en ai parlé à mon conjoint. Mais non, étrangement, tu sais, après, ça a revenu, mais j'aurais peut-être voulu qu'on me demande, tu sais, comme, est-ce que, tu sais, ça va? Est-ce que, tu sais, en tout cas, bref. Ben, ressentir du soutien par rapport à une situation extrêmement difficile, il reste que tu as eu la vie d'une mère puis d'un bébé entre tes mains, alors que c'est pas pour ça que tu es formé, là. Non, c'est ça, comme je suis contente que le pire soit pas arrivé. Là, peut-être que ça m'aurait pris quelques jours, oui, à m'en remettre. C'est peut-être pour ça que ça a quand même passé assez bien au final. Parce que c'était heureux comme des moments. C'est un peu terrorisant, mais le dénouement heureux aide à faire passer la pilule, je pense. Oui, oui, tout à fait. Puis, pendant que tu étais dans l'action, est-ce que tu te souviens-tu comment tu te sentais? Est-ce que tu étais nerveuse ou tu étais juste sur l'adrénaline, puis ça Ah, allait bien? l'adrénaline, c'est sûr. Nerveuse, à l'intérieur de moi, c'était comme la chamade. Mais le médecin semblait dire que j'avais l'air bien à l'aise puis bien bonne. Mais quand on me dit ça, moi, c'est bien rare que je fais comme, ouais, je sais, je me trouvais bonne. Non, non, moi, à l'intérieur, c'était d'autres choses. T'as une autocritique sévère. Oui, j'aime pas trop Et me vanter. Moi, ça me fait l'impression de me vanter quand tu... Mais bon, tu me diras que c'est bon, pas ça, ben, mais... laisse les autres le faire pour toi un petit peu. En salle d'accouchement, puis je sais que ta participation est restreinte à cause de ton rôle d'infirmière auxiliaire. Tu avais des choses à dire là-dessus. Tu disais qu'il y avait beaucoup de choses que tu pourrais apporter de plus en salle d'accouchement. Ben, en fait, en salle d'accouchement, il faut savoir qu'il n'y a pas de travail d'équipe avec l'infirmière nécessairement comme on a une section avec un infirmière dans les autres unités. Il n'y a pas de diade là ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu sais, t'arrives à la salle d'accouchement, au poste. Des fois, tu as ton nom au tableau d'accouchement, là, tu traînes patiente parce qu'elle a déjà accouché, puis c'est évident que c'est une priorité pour toi de prendre les postpartum ou d'aller au triage pour aider, mettons, s'il y a des bilans à faire, des madames à installer, ça va être ça que tu vas faire. Donc, ça demande beaucoup d'autonomie aussi.
C'est pas rare qu'on nous envoie des infirmières que ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé, infirmières auxiliaires, je m'excuse. Puis ben ça, des fois, ça fait un petit clash, tout dépendant comme ce que t'as en dedans de toi. Tu sais. Puis c'est normal qu'au début, quand tu commences, tu sais pas trop où t'en aller, tu sais, comment t'enligner. Il y en a qui ont presque jamais fait de prise de sang parce qu'on a eu une petite vague qui ont été formées pendant la pandémie. Puis de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y en a qui ont littéralement fait des stages au complet à l'école sur des mannequins. Fait que ça aide pas la confiance, puis tu sais, l'autonomie, puis etc. Tu sais, t'as même pas travaillé sur des vrais humains. Non, Je ça pense aide pas qu'ils pas ont du fait tout. ça en chirurgie ou en médecine. Je pense que c'est plus, tu sais, les petits stages qui ont moins de durée, comme celui en salle d'accouchement, mère-enfant qui appelle, là, c'est vraiment pas long, là. Je pense de 3 jours, puis c'est tout, là. Donc, je pense que ça explique là, pourquoi le manque de confiance. Mais je veux dire, nous, ce que ça fait, c'est que ça ralentit un petit peu. Puis c'est normal, si t'as pas vraiment fait de travail, puis qu'on arrive, puis qu'on dit que t'es supposé savoir où aller pour amener de l'aide, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Mais nous, je trouve que maintenant, comme il y a beaucoup plus de patientes, c'est pas rare que les infirmières y ont 2 patientes à la fois, ce qui n'était pas vraiment le cas là, une couple de temps. C'était plus une situation d'urgence quand tu avais 2 patientes. C'est du one-on-one, c'est comme les soins intensifs, tu sais, c'est monitoré, t'as la vie de bébé, t'as maman, t'as, tu sais, même papa, des fois, les besoins, tu sais, c'est idéalement une famille à la fois. Mais c'est plus toujours le cas parce qu'il manque beaucoup de personnel à la salle d'accouchement aussi. C'est super spécialisé, t'aimes ou t'aimes pas. C'est vraiment ça. C'est. Puis c'est ça. C'est pas super populaire, on dirait, de ces temps-ci. Donc, les patientes, il y en a plus. Ils ont 2 patientes. Puis, je trouve qu'on pourrait là penser peut-être à former des diades pratiques. Tu sais, comme je donne un exemple, c'est sûr que ça peut paraître flou pour les gens qui sont pas dans le domaine, mais quand les madames se font provoquer, en fait, moi je vais dire le terme là, que tout le monde connaît, bien il y a plusieurs façons d'amener ça. Puis là-dedans, il y a une façon qui existe où que la madame, pendant quasiment 36 heures, va seulement recevoir des comprimés qu'on donne par la bouche. Et puis ensuite, on vérifie, là, tu sais, elle a des monitorings chaque, là, je connais pas les temps exacts, là, mais je veux dire, à chaque temps de temps, on fait un moniteur, elle se fait aussi examiner. Le but, c'est, ces femmes-là, généralement, sont pas dilatées ou un petit peu du tout, puis tu sais, on veut que le col mûrisse, etc. Donc, c'est pas très, les manipulations sont pas autant que tout le reste. Mais ça pourrait être une patiente, moi, je trouve qu'on a en charge avec une infirmière. Tu sais, la plupart de ce que je viens de nommer, on peut le faire, donner un comprimé, installer les moniteurs. Tu sais, c'est juste d'aller voir l'infirmière. Tu checkes un coup d'œil sur l'écran, ouais. Comme à l'urgence quand j'avais des moniteurs cardiaques. Tu sais, à l'observation, des fois, des télémétries, tu sais, ou même en cardio, tu as des télémétries, tu n'interprètes pas qu'est-ce qui est là. L'infirmière est là de pair avec toi, mais tu peux quand même aider pour tout le reste. Tu sais, je trouve que ça, c'est pas étudié pantoute, c'est juste, ça prend d'autres infirmières, d'autres infirmières, d'autres infirmières. Mais peut-être que si on élargissait un peu ce que nous, on peut faire, si nous laissait plus, mais peut-être qu'on pourrait pallier à des manques en créant plus de diades à certains endroits, tu sais, comme celle que je viens de nommer. Oui, je suis bien d'accord. Puis, par contre, je sais qu'il y a plusieurs infirmières auxiliaires que je connais qui ont l'impression que le réseau veut faire disparaître la profession. Est-ce que tu as l'impression que c'est vers là qu'on s'en va? Écoute, en ce moment, si c'est pas le cas, ça regarde pas bien, là. Tu sais, je vais t'avouer que je reçois toujours, là, tu sais, j'ai jamais enlevé ça de mon courriel, mais les demandes d'Indeed puis toutes ces choses-là, je les vois passer. Il y a OK. vraiment un gel dans le public. Comme Oui. toutes les demandes d'emploi qu'il y a, c'est tout du privé. Donc, je trouve que déjà là, ça regarde mal, là, tu sais. Il y a un gel pour les infirmières, ben, pour le personnel soignant, mais par contre, tu les vois beaucoup engagés de personnel administratif. Ça continue de grossir Oui, de façon exponentielle. ben, écoute, ça fait pas la première fois qu'ils disent non plus qu'ils vont nous enlever. Tu sais, il y a même des départements, j'ai des anciens collègues de l'urgence, justement, qui, eux, ils s'étaient fait enlever de l'urgence pendant une couple d'années. Ils les ont rappelés ensuite.
Euh, il y a un autre établissement aussi qui avait eu ça, à l'urgence aussi, entre autres. Tu sais, il y a comme une relation d'amour et de haine avec notre profession puis le réseau. Est-ce qu'ils vont passer à l'acte vraiment à un moment donné? Je le sais pas, mais en ce moment, ça regarde pas bien. Ben, ce serait pas le bon moment pour le faire, en tout cas, là. Le réseau est assez désorganisé comme ça. Euh, Maintenant, j'aimerais qu'on parle des conditions de travail. Je sais que quand on s'est appelé, tu avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu sais, les professionnels tiennent le réseau à bout de bras, puis on est tous obligés d'en faire un peu plus pour que le réseau fonctionne. Euh, mais en contrepartie, tu sais, le salaire ne suit pas nécessairement, les vacances, on se fait refuser des congés. Tu sais, il y a comme un contexte de travail qui n'est pas très agréable pour retenir les gens dans le réseau. Qu'est-ce qui te vient en tête en premier à changer? Ben, changer la valeur qu'on nous apporte peut-être. Peut-être un peu plus de reconnaissance parce que c'est pas qu'on le mérite pas, mais je pense que tout humain aime ça être valorisé. Puis ça, dans le réseau, je crois que ça manque beaucoup, puis c'est démotivant aussi compte tenu de... Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de collègues changer de département ou partir ou quoi que ce soit parce qu'ils étaient tannés de trop donner, puis au bout du compte, pas avoir l'impression que ça change grand-chose. Puis finalement, juste se faire du mal à eux-mêmes parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils se mettent en colère, parce qu'il y a des choses qui sont pas faites, mais, tu sais, alors parce que eux ils se donnent à 100%, tu sais. Donc, Oui, la reconnaissance serait déjà un... Tu sais, puis ça englobe bien des choses, la reconnaissance. oui, la reconnaissance englobe beaucoup de choses, dont l'écoute. Moi, je pense que on pourrait être plus, consulté plus souvent quand il y a des changements sur des unités de soins ou sur des départements. Parce que là, on subit toutes les décisions, puis parfois ça fait absolument aucun sens. On se demande même pourquoi ils ont pris ces décisions-là. Puis ils vont de l'avant quand même avec ça. Fait que ça aussi, ça engendre des départs puis des mécontentements. Ben, vraiment. Puis, tu sais, si on prend par exemple Santé Québec, justement, quand tout ça s'est fait bâtir, moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas ouvert des candidatures aux gens du plancher, mettons, du réseau. Tu sais, je sais pas, moi, une infirmière, un infirmier assistant depuis longtemps, tu sais, bon, ok, ça prendrait son bac probablement, mais tu sais, quelqu'un qui sait qu'est-ce qui se passe sur le plancher puis qu'est-ce qui va pas, tu leur passes une entrevue, tu sais, il y a de la gestion qui embarque là-dedans, mais je veux dire, quelqu'un qui s'embarquerait dans ça et pas complètement, tu sais, aveugle de ce que c'est, il se donnerait. Je pense que on manque là-dessus, on va chercher des gens qui travaillent même pas dans le domaine pour diriger ce qui, tu sais, ce qui va pas bien, c'est eux qui devraient nous apporter la solution. C'est comme ça me rentre pas dans la tête. Je Ils trouve appellent ça ça des aberrant. Top Guns. Oui, c'est ça, des Top Guns. Des Top Guns. On en a des Top Guns infirmiers, là. On en a dans nos Oui, établissements, là, s'ils savaient, là. Il y en a qui, écoute, ils te reverraient ça un système, là, du bon côté. oui, il y en a à qui je ferais confiance, comparativement à ceux qu'on va choisir, que j'ai l'impression que c'est le salaire. C'est, à part les payer très très cher, on n'a pas l'impression qu'ils font grand-chose. Non, pas vraiment, non. En obstétrique, il y a une surcharge de travail, tu l'as mentionné parfois, là. Puis il y a un manque de personnel aussi. Est-ce que des fois, tu as l'impression de négliger tes patientes à cause de la charge? Ben oui, en fait, parce que, ben, euh, en obstétrique, ben, je veux dire, tous les patients sont importants, je tiens à dire. Mais dans notre milieu, tu sais, c'est un souvenir à vie. C'est quelque chose que, puis c'est quelque chose que y a surtout les premiers parents, pas premiers parents, mais les parents que c'est leur premier enfant, il y a beaucoup d'appréhendation, beaucoup de peur, beaucoup de counseling à faire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas de trop, là, ça vient tout avec. Et puis, je vois mes collègues, même moi, plus se dépêcher, parce que il faut que ça roule, tu sais, allez, 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 tu sais. Même aux césariennes, ça fait ça aussi. Écoute, moi, il y a des matins, je suis rentrée, le planning la journée, on était rendu déjà à 5 césariennes au tableau. Je ne sais pas si quelqu'un en a une idée, mais une césarienne normale qui va bien puis que tout s'est bien passé, c'est au moins 45 minutes. Il y a des chirurgiens qui le font en moins longtemps que ça. Mais je veux dire, tu sais, quand tout va bien, là, puis
je dis quand tout va bien, il y a des fois, c'est pas que ça va pas bien, c'est juste, il y a toujours des petites choses qui font ralentir en césarienne, mais rien de bien grave. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un endroit qu'on devrait prendre le temps, puis ben, je dois me dépêcher souvent, tu sais, même les postpartum, des fois, je m'excuse madame, on va vous transférer tout de suite parce que là, on n'a plus de chambre, puis il y a une madame qui va accoucher là, puis c'est pas des mensonges, là, tu sais, c'est la nature qui décide. Je trouve ça dommage, tu sais. Oui, c'est dommage parce que, comme tu dis, c'est pas juste un patient, c'est un couple qui va avoir un enfant, c'est des humains. Puis de se faire négliger à cause de facteurs qui sont sous la responsabilité du réseau de la santé, tels que avoir assez de personnel, c'est quand même un peu aberrant. Oui, puis je dois dire, je sais pas si ça se passe comme ça dans toutes les unités, mais tout est une question de budget. Tu sais, combien de Mhm. patients, pas de combien de patients, combien d'employés ils ont droit de mettre durant le jour. Tu sais, on leur donne t'as tant d'infirmières qui peuvent être sur le plancher, si t'as tant de patientes, nanani, nanana. Je comprends l'affaire, mais ces standards-là, des fois, ça fait des années qu'ils n'ont pas été revus. Le budget est établi depuis je sais pas combien de temps, mais la vie évolue grandement. Et puis ça, c'est pas revu. Puis on n'est pas consulté non plus pour ça. Je sais pas d'où sortent, mais c'est des chiffres sûrement de statistiques de patients présents dans le système, mais je veux dire, c'est pas revu là, assez souvent pour être selon la réalité du moment. Là. Puis ça aussi, c'est un problème. Si on parle de la pandémie un petit peu, on parlait de nos conditions de travail. Pendant la pandémie, on a vécu une situation exceptionnelle avec le virus, on a vécu une pénurie de main-d'œuvre très forte, puis une inflation importante. On pensait qu'on avait le gros bout du bâton là, pour aller négocier avec le gouvernement. On a vu ce qui s'est passé ensuite. On a eu des miettes salariales, bon, relativement, là, puis on a obtenu les fameux déplacements obligatoires. Selon toi, est-ce qu'on a raté notre chance d'avoir des meilleures conditions de travail? Pour moi, là, à l'époque, c'était maintenant ou jamais. Ben, je pense que ayant le gros bout du bâton, peut-être qu'on aurait pu mettre des conditions sur tout ce qu'on nous exigeait. Quoi qu'on nous a pas vraiment demandé notre avis, puis on nous a juste enlevé tout ce qu'on voulait, nos vacances, Mhm. les congés. On n'avait pas. Puis en plus, il fallait être vacciné obligatoirement, coûte que coûte, puis tout ça. Mais après, par contre, moi, j'étais pas contente de la décision, le vote final. J'ai voté Moi non plus. contre. J'étais contre. Les gens pensaient, je pense que les gens étaient tannés. On était rendu loin. Ils voulaient la prime. Ils voulaient la prime. Ben, c'est ça. Pourtant, Il y a beaucoup de gens qui ont voté parce qu'ils étaient tannés puis ils pensaient pas qu'on réussirait à aller chercher plus. Donc, c'était un peu un vote défaitiste de bon, ben, on va prendre ce qu'on a puis le reste, laisser faire. mais c'est parce qu'aussi, tu sais, nous, toujours le problème, c'est qu'on a des patients à charge. Tu sais, l'autre jour, je voyais aux infos, la STM, les portes sont bloquées, les gens viennent pour rentrer, tu sais, ils peuvent même pas ouvrir la porte. Nous, on peut vraiment pas faire ça, là. Tu sais, juste, bon, ben, on sort tout de l'hôpital, on laisse tout le monde Non, là, c'est impossible. puis pourtant, je pense que si on le ferait, je suis pas sûre, mais je pense qu'ils nous donneraient ce qu'on voudrait. Parce que ce serait pas à leur avantage de eux autres aussi causer préjudice aux patients. Je pense qu'il y aurait, mais ça serait impossible. Ça serait juste impossible, même si on le voulait, là. Eux, ça passe mieux de porter préjudice aux patients de façon institutionnelle que nous de façon professionnelle. Je pense qu'on se tirerait peut-être beaucoup dans le pied en sortant tout de l'hôpital parce que là, l'opinion publique serait fort Ah probablement contre ben nous. oui. Surtout qu'ils sont super bons pour ça, tout mettre sur le dos là, Oui. de la personne qui est visée dans le moment, là, comme avec les médecins, comme avec les profs, comme avec tout le monde, dans le fond, là. Donc c'est sûr qu'on serait radiés tous et chacun. Mais on dirait que c'est la seule solution qu'il y aurait, tu sais, puis on peut pas la faire. Donc je sais pas si un jour on va arriver à être satisfait à la fin d'une négo complètement tous. Je sais Ah pas. ben tous, c'est impossible, mais un peu plus, ce serait souhaitable en tout cas. Ça c'est vrai. Il faut, une chose est certaine, il faut trouver une façon de montrer l'importance des soignants et des professionnels de la santé, tu sais. On sacrifie déjà une fin de semaine sur deux, la plupart, on a déjà des horaires assez imprévisibles. Euh, on le dira jamais assez, on est confronté à toutes sortes
de situations difficiles, traumatisantes. On a parlé de ton anecdote du bébé avec la grosse tête tantôt. Tu sais, ça n'a pas de prix, ça, ce sacrifice-là qu'on fait. Puis, je veux dire, moi, personnellement, là, j'ai déjà vu un patient s'immolé par le feu, là. Je veux dire, on peut-tu avoir un certain respect puis certaines compensations? Mhm, tout à fait. Parce qu'après, quand tu as 10 ans d'ancienneté, par exemple, ils te donnent un petit cordon autour du cou écrit bravo 10 ans, puis c'est comme ça qu'on souligne ton bon travail. T'as eu ça, toi? Non, je pas encore, mais je sais que ça m'attend. J'ai vu les autres l'avoir. C'est pas mieux à 15 puis 20 ans. Ah, moi, j'ai rien eu du tout. Ah boy, bon, tu vois, les cordons se sont pas Reconnaissant. rendus. Non, c'est ça. Puis toi, ce serait quoi la pire histoire que t'as entendue ou que t'as été témoin? Quand j'ai commencé en CHSLD, justement, où il y avait ces patients qui avaient des déficiences mentales et etc. euh, il y avait un patient, ça s'était passé sur la nuit, je pense, moi j'étais de soir, donc la nuit d'avant, il y a eu le jour, moi j'arrivais le soir. Dans la nuit, il y avait un patient qui, après avoir ces patients-là, souvent, il n'y avait pas vraiment de cloche, là. Souvent, ils ont des pads, puis quand ils bougent, ça sonne, etc. Mais lui, il criait beaucoup. Il criait, il criait. Et puis, comme techniquement, dans ces unités-là, c'est pas rare les patients qui s'agitent la nuit, qui crient, il n'a pas eu l'aide qu'il souhaitait. Il s'est arraché les yeux, Arracher les yeux. en guise de désespoir. Comme En fait, tu sais, je Hein. peux pas vraiment savoir ce qui s'est passé dans la tête du patient. Est-ce qu'il s'est vraiment passé une réflexion parce que tu sais, c'était des gens avec côté cognitif vraiment réduit, mais il s'est arraché les yeux. Pauvre monsieur. Oui. Hein. Écoute, après ça, j'étais petite dans mes shirts quand je faisais mes tournées, puis quand j'en entendais un crier, ben je veux dire, chaque fois que j'ai entendu quelqu'un crier, je suis allée à son aide, là. Mais Tu te comme précipitais, hein. peut-être j'ai couru plus Mais vite les fois d'après. j'imagine. Hey, c'est terrible. J'imagine le dégât à ramasser, puis les explications à donner aux familles, aux médecins. La personne qui a travaillé sur ce patient-là a dû veiller tard. Ben, en plus là-bas, c'est un infirmier pour tout l'établissement. Lui, c'est sûr que toute la nuit, il l'a passé là-dessus. Puis, je me souviens pas, là, est-ce que même je m'en suis fait parler, mais j'espère qu'il n'est pas rien arrivé d'autre dans sa nuit parce que, premièrement, quand tu fais tout un établissement au complet, il peut pas se passer plus qu'une affaire dans la nuit si tu veux être capable de t'en sortir, là, tu sais. C'est trop. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, ben je vais me confier aussi. J'avais même pas l'impression que c'était physiologiquement possible qu'on s'arrache les yeux soi-même. C'est quand même impressionnant. Excusez, je sais que ça n'a pas rapport, là, mais il fallait que je le dise. Euh, c'est pas très joyeux comme anecdote. Est-ce que tu en aurais une plus heureuse pour finir le podcast? J'en ai plein, mais pour vrai, ma Vas-y. préférée, encore là, c'était quand j'étais en CHSLD. Comme j'ai dit, il y avait plusieurs départements, des spécialités, etc. Puis j'ai été en soins palliatifs aussi pas mal. Que j'ai beaucoup adoré les soins palliatifs. Tu me diras, bon, t'aimes ça les naissances, t'aimes ça le côté la mort, mais c'est des événements clés de ta vie, des moments où tu as besoin de bons soins, de bons souvenirs. Puis, tu sais, je veux dire, j'aime ça produire ça chez les gens. Alors là-bas, il y avait un monsieur, lui, il avait seulement, là, même pas 55 ans. Il avait un cancer. Il était tout content de me présenter sa fille qui étudiait en soins infirmiers. Elle était même pas, je pense, à peine majeure, là. Et puis sa femme aussi était jeune. C'est jeune là pour être en soins palliatifs, c'est jeune. Puis il était tellement comme fort, toute la soirée il était debout. Tu sais, il faut dire qu'il y avait beaucoup plus d'autonomie que d'autres patients habituellement en soins palliatifs qui sont souvent alités. Et puis à la fin de la soirée, quand ils ont quitté, puis je suis allée lui porter ses derniers traitements avant le coucher. Le monsieur il m'a demandé est-ce que tu pourrais rester avec moi un petit peu? Je me suis tout de suite assise, j'ai pas réfléchi, là, même pas une seconde, là.
Puis là, il a commencé à me dire, comme c'est épuisant d'être fort. Ça y avait beaucoup, beaucoup demandé là, d'énergie. Il voulait pas flancher devant sa famille, montrer qu'il avait peur. Il restait avec tu sais, son esprit de papa vaillant qui est là pour sa famille, tu sais, alors que ben, c'est lui Il pensait qui a aux besoin. autres avant lui-même. Oui, C'est triste. Puis c'est beau et c'est triste en même temps. oui, j'ai passé un Écoute, petit moment avec lui. Je l'ai aidé à se commander de la nourriture parce que, bon, en soins palliatifs, tu fais bien ce que tu veux rendu là, hein, c'est tout ce qui te reste. Fait que c'était un beau moment, pas dans le plus, dans le plus hop la vie des unités, mais je pense que ça donnait un peu de paix ce soir-là à ce monsieur-là. c'est très touchant, puis félicitations à toi pour ce beau geste-là. Écoute, Kim, c'était tout simplement un délice de te parler. T'es intéressante et vraiment dédiée à ta profession. C'est dommage parce qu'ils vont bientôt te perdre comme infirmière auxiliaire. Tu vas devenir infirmière bientôt. Mais le réseau va gagner parce que tu vas avoir un champ d'exercice plus étendu. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais pouvoir faire tout sans qu'on me l'interdise ou qu'on doute de Tu mes vas pouvoir capacités. compter des compresses. Excellent, oui, c'est ça que, en fait, je me tape 3 ans de cégep pour aller compter des compresses, toi. C'est mon but premier. Écoute, merci beaucoup pour ta participation à Réseau Enfer. Ben, merci de l'invitation. Voilà. Comme tous les travailleurs de la santé, les infirmières auxiliaires portent le réseau à bout de bras. Mais elles se butent quand même à des restrictions absurdes qui n'ont aucun sens clinique. Ces règlements déconnectés, c'est la preuve d'un réseau en perte de contrôle. Et tant que les décideurs vont continuer à saboter les compétences de leurs propres professionnels, le système va continuer de s'écrouler. Et ce sont les patients qui vont payer le prix. Dans Réseau Enfer, on n'a pas peur de le dire, il est temps d'arrêter de menotter ceux et celles qui soignent. Dans le prochain épisode, on reçoit encore une fois une infirmière auxiliaire. Encore une fois, une infirmière auxiliaire qui étudie pour devenir infirmière, mais on va traiter d'un sujet beaucoup plus tabou, c'est-à-dire la confiance entre les collègues. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens pas à leur place dans le réseau? Est-ce que les employeurs encadrent bien leurs employés? La réponse la semaine prochaine dans Réseau Enfer. Découvrez le vrai visage du réseau.